fight just to sway on my side. Your heartbeat's crashing like a rising tide. You think you're steady, but you're open wide. One sway from me, and there's no place to hide. Sway, sway my way. Move with me and don't be afraid. Sway, sway my way. Let my body lead the way. Bonjour et bienvenue dans Dissolution. C'est moi ou c'est mou en ce moment? Y a pas grand chose d'intéressant, canicule, orage, puis une espèce de cacafounia météorologique. Franchement, je comprends que les gens désertent un peu les réseaux, hein. C'est quoi le délire là? On va se mettre aussi à dire que c'était mieux avant? En même temps, Ce soir, nous célébrons la République. Ah non, hein. La nostalgie en carton, merci bien. Chirac, faut pas oublier que c'est UVA, la corruption, les détournements de fonds et le racisme servi à la louche. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Le sentimentalisme rétrospectif, ça va 5 minutes. D'autant que c'est pas en regardant dans le rétroviseur qu'on verra ce qui arrive droit sur le pare-brise. alors justement, cette semaine, on va faire un petit point sur les candidatures qui bourgeonnent un peu partout. Qui est candidat? Ou pourquoi faire? C'est facile, non? C'est pour gagner. Ah ouais? Fabien Roussel, c'est pour gagner? On va faire caraméliser la vergeoise. Non, pardon. C'est pour enquiquiner le peuple. Après ce point d'étape sur nos très French candidatures, on regardera quelques infos passées sous les radars avant de se pencher sur la transparence de la vie publique. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi tout le monde en parle tous les 5 ans avant de l'oublier aussitôt? Bon, la transparence, ça doit être un truc pour tous nous surveiller, non? Comme on l'avait dit il y a quelques semaines. Je dis ça, j'en sais rien, hein. J'ai pas été voir la vidéo. Oui, t'es pas le seul. Faut le dire, hein, si ça vous intéresse plus Dissolution. Aouh! Dis donc, comment vous vous faites engueuler, là? Remarque, quand on vous a dit d'aller voir Sarko, vous êtes allé voir Sarko. Merci, d'ailleurs. Alors, on compte sur vous pour nous aider. Sinon, Blas nous laissera pas couvrir les présidentielles. Bon épisode de 10... Quoi? Non, je plaisante. Sinon, on vire l'autre, hein, et je présente tout seul de nouveau. Eh oh! Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'est la saison. Tout le monde se présente à la présidentielle. Zemmour a écarté Sarah Knafo pour récupérer le crachoir à fiel, Karim Bouamran est candidat, il rejoint la longue liste de gauche composée de Clémentine Autain, François Ruffin, Marine Tondelier, Delphine Bateau, Benjamin Lucas, Jérôme Gage, Boris Vallaud, François Hollande... C'est lourd, non? Puis le PS de gauche, franchement, non. Alors après, à gauche, faut pas se mentir, il y a un parti qui plie un peu le game en ce moment. Sur le concept de Nouvelle-France, je me permets de vous couper. Vous trouvez que c'est un concept identitaire? Vous parlez de nationalisme. Non, mais là, je vais pas faire le fin analyste parce que c'est trop frais et puis voilà. Mais on comprend bien. C'est comme Ruffin. Voilà, il y a des logiques de sorte de concession. Il y a un rapport de force. Et on est candidat, on veut le plus de voix possible. Et quand on veut le plus de voix possible, évidemment qu'on cherche à aller peut-être un peu sur des rassurer endroits, un électorat plus centriste. Ouais, mais tout le monde fait comme ça. Ah, se faire déborder sur sa gauche par Poutou, c'est toujours un beau moment de politique. Ça veut dire avoir un électorat qui aujourd'hui s'est quand même prononcé sur des bases assez réac ou même un peu racistes ou anti-immigrés. Bon voilà. Donc du coup, ressort ce discours un peu nationalo, la France. Alors évidemment, c'est pas la France comme la droite, mais c'est la France quand même, machin. Bon, et on sait que c'est des terrains qui sont forcément délicats et très problématiques. Et nous, on parle pas comme ça, on n'a pas de drapeau bleu-blanc-rouge dans nos meetings. Voilà un son de cloche qu'on entend rarement, exigeant sur le fond, inflexible sur le racisme et les discours coloniaux déguisés, et vous allez voir, c'est vraiment une merveille. Nous, on pense quand même que c'est plus autour de la radicalité de la France insoumise qu'il peut se passer des choses, mais encore faut-il avoir aussi une vraie discussion, un vrai débat sur à quoi peut servir cette candidature et avec qui et comment on la construit, et voilà. Inflexible sur le fond, pragmatique sur la stratégie, un bon trotskisme comme on les aime. Et force est de constater que depuis les municipales, LFI mène une campagne plutôt efficace. Le 7 juin 2026, entre la mairie de Saint-Denis et la basilique, LFI tenait son premier meeting pour 2027. Bon, le candidat, c'est Jean-Luc. Alors qu'il avait un peu juré que c'était la dernière fois. Et je ne suis pas candidat à ma succession. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus ? C'est dit, c'est clair. Vous ne serez pas candidat, quoi qu'il arrive, en 2027. Vous voulez que je vous signe un papier et si jamais je mets le moindre doute... Allez-y. Et pourtant, personne doute que la tortue pour aller se coltiner la présidentielle chez les Insoumis. Mais la tortue est un animal familier, sympathique, chaleureux, et ça n'a rien de désobligeant.
peut être comparée à une tortue. Elle a gagné par rapport au lièvre. Oui, parce qu'en 5 ans, ils n'ont pas vraiment fait émerger de successeurs évidents. Il y a bien quelques têtes qui ont poussé, mais elles font davantage ministre que président. Et Mélenchon, c'est aussi le mieux rodé. Une présidentielle, c'est une autre paire de manches. Même Mitterrand a dû s'y reprendre plusieurs fois. En tous les cas, le nom de Jean-Luc Mélenchon est sur toutes les bouches. Et LFI parvient à créer une dynamique favorable à gauche grâce à un changement de posture. Plus calme, plus souriant, Mélenchon se met en scène sous un angle bienveillant. Il laisse de côté les habits inquisitoriaux du bruit et de la fureur pour revêtir ceux plus pastoraux d'une nouvelle France. Le concept résume bien ce changement braquet. Conserver l'image de la transformation tout en abandonnant une partie de la rhétorique de confrontation. La société doit toujours changer. Le premier mot, c'est nouvelle. Mais il ne s'agit pas de démolir une France dans la colère pour en bâtir une autre, comme l'extrême droite voudrait le faire croire. La nouvelle France, c'est toujours la France, mais en mieux. Mélenchon avance ainsi un récit rassembleur, fondé sur une continuité progressiste plutôt que sur une rupture. Mais ce récit repose aussi sur l'idée d'une France unique, plutôt que sur des Frances réelles et multiples que les gens font vivre au quotidien. Et ça laisse au passage les non-français en dehors des mots du projet. C'est en tout cas ce qu'a compris Philippe Poutou. Ça y est, on a notre nouvelle gauche qui arrive. Alors, elle s'appelle Nouvelle France, machin. Donc là, déjà, ça montre aussi qu'on est en train de refaire un peu les mêmes conneries. À croire que finalement, il faut être un peu nationalo, un peu souverainiste et tout ça. Problème, tout ce qui est un peu autour du souverainisme et du nationalisme, évidemment que ça pose problème. LFI achève ainsi une mue engagée depuis 2022. Celle d'un parti respectable, sérieux, qui travaille ses dossiers. Aviez-vous vu déjà la présidente de l'Assemblée nationale faire la bise à l'insoumise Mathilde Panot ? La normalisation des insoumis est passée par leur institutionnalisation. Vice-présidence de l'Assemblée, commission d'enquête, présidence de la commission des finances. Bref, LFI a toujours été réformiste, mais assume désormais plus ouvertement sa position centrale à gauche. Le même dimanche, les communistes votaient leur texte d'orientation pour 2027. Celui soutenu par Fabien Roussel a obtenu plus de 60% des voix. À première vue, 61% ça ressemble à une élection de maréchal. Sauf qu'au congrès précédent, Roussel culminait à près de 82%. L'opposition interne a donc gagné 20 points. Les communistes semblent se lasser de lui plus vite que du quinoa. Je ne mange pas de graines! Et ce recul profite surtout à la ligne défendue depuis des années par Stéphane Peu. Ranger les rancunes au placard et travailler davantage avec les insoumis. La balle est désormais dans le camp de l'AFI. À eux de faire des propositions suffisamment convaincantes pour empêcher Roussel de repartir, la fleur au fusil, replanter sa baïonnette dans le dos de la gauche. Mais pour ça, il faudra calmer la rhétorique fratricide et accepter quelques concessions. Du côté des écologistes, le malaise grandit. Leur primaire prend l'eau plus vite que le Titanic et risque de finir en pataugeoire. Oh, connaissant les écolos, ils économiseront la flotte et feront un pédiluve. En tous les cas, les écologistes restent suspendus aux propositions du PS pour voir si elles sont crédibles. Et côté PS, tout ça ressemble à une machine infernale encore plus bordélique. Ah, voilà. Ça y est. Je note qu'on remet le PS au centre. Fini sa place au sein des partis de gauche. La vérité est enfin dite. Bah écoute, sur le fond, ils ont voté avec les centristes sur le budget ces 2 dernières années. Et leur stratégie est limpide. Récupérer les déçus du macronisme. La gauche est occupée par LFI, ils vont donc chasser au centre. C'est donc un parti du centre. Mais pour eux, l'équation est compliquée. Séduire les centristes sans perdre ce qui leur reste d'électeurs de gauche. Et ben justement, Olivier Faure a présenté sa nouvelle idée du siècle. Sa nouvelle forade. Une primaire en 2 temps. Première étape, choisir quel socialiste ira défendre la social-démocratie. Autrement dit, un tour préliminaire pour éliminer les candidatures internes et fermer son clapet à Glucksmann. Le vainqueur irait ensuite à la primaire de la gauche et des écologistes. La forade complète. Et pourquoi pas des matchs de poules tant qu'on y est ? Bah, il y a des poules à place publique. Je croyais qu'il y avait qu'un gros coq prétentieux. Il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche. Le problème, c'est qu'une primaire sert surtout à passer des mois à expliquer pourquoi les autres candidats de ton camp sont nuls. Et donc à te faire détester par tout le monde, sauf ceux qui t'aiment déjà. Surtout que dans cette machine infernale, plusieurs pièces sont déjà cassées. Faure est minoritaire au PS et Glucksmann a annoncé qu'il n'irait pas. Ah oui, donc c'est une primaire en 2 temps entre Faure et lui-même. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau à gauche. C'est toi, mon petit Faure, tu es fort beau. Je le savais. Jaurès, Blum, Mitterrand, Jospin, bientôt je vous rejoins. Non mais Olivier, faut se réveiller là. Ta primaire en 2 temps, c'est de la grosse bouse. Et ça fera pas revenir les macronistes au bercail. Oh bah non, eux ça fait longtemps qu'ils ont quitté la maison. Non mais c'est incroyable quand même. Donc ça, c'est une rencontre des jeunes En Marche de Loire-Atlantique. Mais si c'est ça les jeunes, on se demande à quoi ressemblent les seigneurs avec Attal. I guess they're right. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. I'll be right back. Don't you go dying on me. Dans ce bazar centriste, il reste évidemment Glucksmann, grand inconnu du moment, ainsi que les ambitions de Borne ou Darmanin. Quant à Attal, tous les indices accumulés depuis des années pointent dans la même direction. Une campagne à droite,
avec un mot d'ordre bien réac, l'ordre et la sécurité. Sur les questions de sécurité, d'autorité, de laïcité, c'est des sujets, moi, qui ont toujours été très présents dans ma ligne politique, dans mon ADN politique. Depuis le début, dans les différentes fonctions qui ont été les miennes, secrétaire d'État à la jeunesse, j'ai lancé le service national universel. À Bercy, j'ai fait un plan de lutte contre les fraudes. Ministre de l'Éducation nationale, j'ai fait appliquer la laïcité dans les établissements scolaires. Premier ministre, j'ai lancé un plan de lutte contre la délinquance des mineurs. Et à droite, justement, il ne reste plus qu'à chercher plus radical encore. Mais chez eux, le jeu est plus simple. La grande primaire allant des macronistes au LR a été discrètement enterrée au profit de la bonne vieille mécanique des ralliements négociés. C'est ainsi qu'on a vu Laurent Wauquiez s'afficher tout sourire avec Édouard Philippe au congrès des jeunes agriculteurs le 4 juin 2026. On pourrait se dire, et alors ? Le parti d'Édouard Philippe, Horizon des crânes, s'est progressivement rapproché des positions LR, dont ils sont presque tous issus. Et cette filiation droite cadre dynamique transpire par chaque pore de leur front dégarni. On les imagine savourer un délicieux « c'est Édouard qui paye » avant de glisser un audacieux « l'IA va révolutionner le workplace », puis de conclure rassuré par un classique « cet été, c'est la Vendée avec Anne-Cat et les kids ». Make it stop! Ça commence à faire un sacré bouchon à droite, hein. Quand ça va sauter... Parce que si Wauquiez parade avec Philippe, les adhérents LR ont été beaucoup plus clairs. Eux, ils veulent Bruno Retailleau. Bref, la droite s'organise comme toujours. Peu de règles, beaucoup de règlements de compte. La droite est beaucoup plus individualiste que la gauche. Chaque personnalité monnaie son capital politique contre des alliances, des postes et des promesses. Et le camp qui gagne est généralement celui qui a réussi à recruter le plus de traîtres. C'est des traites de gauche, des traites de droite. Une dynamique similaire apparaît à l'extrême droite. Zemmour tente de ressusciter une candidature pourtant tombée dans le ravin de sa performance de 2022. 17% promis, 7% à l'arrivée. Et ne croyez pas que tout est foutu. Même le RN, longtemps protégé contre ce genre de querelle, semble y succomber. La dualité Le Pen-Bardella se transforme peu à peu en duel. Bardella a ainsi commencé à prendre ses distances avec plusieurs marqueurs de la stratégie lepéniste. Il pousse plus loin le virage ultralibéral sur les retraites avec un système par capitalisation. Et il abandonne une partie de la posture populiste de Marine Le Pen pour assumer un positionnement plus oligarchique, notamment en cherchant à se rapprocher de Friedrich Merz, chancelier allemand de la droite conservatrice classique. Bref, les sirènes de l'Élysée semblent convaincre Bardella de mener une campagne toujours plus pro-système. Le national-libéralisme caractéristique du fascisme n'avait pas été assumé aussi ouvertement en France depuis l'époque où le père Le Pen tenait encore les rênes du FN. Hands. Are we the baddies? Les seuls vrais candidats à la présidentielle sont ceux qui réussiront à s'inscrire au premier tour. Pour l'instant, il n'y a donc que des prétendants. La liste officielle est fixée par le Conseil constitutionnel début mars, c'était le 7 en 2022. D'ici là, tout est possible. Ralliement, trahison, promesses. Et pour négocier, il faut des billes, du capital politique. Des électeurs, bien sûr, mais aussi des médias, des militants, des réseaux ou simplement de l'argent. Toutes ces ressources peuvent se promettre, s'échanger ou se retirer. Encore faut-il rendre sa position crédible. Alors, soit vous avez déjà votre petit capital politique et vous ne visez pas beaucoup plus haut, les Copé, Wauquiez ou Xavier Bertrand. Là, c'est simple, vous choisissez un candidat sérieux, vous vous ralliez, puis vous allez dans les médias taper sur ses adversaires pendant que vos réseaux tractent sur le terrain. Mais si vous avez les dents longues et que vous visez Matignon ou l'Élysée, il faut construire un rapport de force. Trouver un moyen de contraindre un autre candidat à vous rejoindre, ou à défaut, obtenir de lui le meilleur accord possible. Le chat ne négocie pas avec la souris, il la mange. Mais le chat négocie avec le chien. Il faut donc faire peur, être un concurrent crédible sur des segments d'électorat décisifs. Bref, accumuler assez de puissance politique pour monnayer ensuite son ralliement ou celui des autres. Et ça, à droite, ils savent faire. Regardez ce balai de négociations et de trahison. À la fin, il y a de bonnes chances qu'un candidat central réussisse à agréger tout ce petit monde et à se qualifier pour le second tour. À gauche, c'est plus compliqué. Les négociations entre partis traînent une mauvaise réputation depuis que François Hollande a trahi en long, en large et en travers le programme pour lequel la gauche avait voté. Mais il n'y a pas moyen, Djadja. Faut quand même des accords, des compromis et des ralliements. Pourquoi t'as dit ça? Djadja? Oui. Bah, il y a du rythme, il y a de la vitalité. Djadja, Djadja. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. C'est ça que j'adore. Ne refais jamais ça. La route vers le second tour reste particulièrement scabreuse à gauche. Mais sans promesse de siège, concessions programmatiques et négociations, il n'y aura pas de victoire. À la fin, chaque voix compte. Et tant qu'on y est, Blas compte bien être très présent pendant cette campagne. Pour continuer à produire ces programmes, on a besoin de vous. On lance une nouvelle campagne de sociétaire. Rendez-vous sur la page de soutien pour faire un don, vous abonner ou devenir sociétaire si vous le pouvez. Et justement, puisqu'on parle de fabrication de capital politique, rubrique suivante. Tout ce qui se joue en ce moment, c'est ça.
une gigantesque fabrication de capital politique. Les meetings servent à montrer qu'on sait mobiliser, les déplacements qu'on est enraciné localement, les passages médias qu'on existe encore. Tout devient une preuve qu'on mérite d'être aux commandes. L'affaire Liana obéit à la même logique. Le drame suscite une indignation largement partagée, mais cette indignation devient aussitôt un terrain de concurrence politique. Chaque camp veut apparaître comme le plus ferme, le plus responsable ou le plus compatissant. Le plus concerné aussi. Très important d'être concerné. Le problème, c'est qu'une partie de ces acteurs a contribué à l'affaiblissement de la justice ou des institutions concernées. L'enjeu n'est donc pas seulement de résoudre le problème, il est aussi d'en récupérer les bénéfices politiques. Les postures sécuritaires du RN, comme des macronistes, relèvent largement de cette logique. Alors que parfois, c'est juste la 12e réédition de la même recette. Des mesures souvent déjà essayées qui laissent intactes les causes profondes du problème, mais qui rapportent immédiatement du capital politique. Pour la plupart des partis, l'objectif n'est d'ailleurs pas vraiment de résoudre les violences sexuelles, sexistes ou les délits contre les enfants. Parce que pour le coup, on sait déjà globalement ce qu'il faudrait faire. Plus de moyens pour la justice, pour l'école, le social et la protection de l'enfance. Plus de coordination, plus de formation. Oui, quand magistrats, enseignants, éducateurs, psychologues et travailleurs sociaux répètent tous la même chose depuis 20 ans, on finit par comprendre que le problème n'est pas le manque d'idées. Le problème, c'est que tout ça coûte de l'argent, prend du temps et ne produit pas d'images spectaculaires. On ne fait pas un meeting géant pour célébrer le recrutement de magistrats. C'est vrai qu'entre recruter des assistants sociaux et hurler « Tolérance zéro !» devant une caméra, il y a un des deux qui demande beaucoup moins de travail. Résultat, à chaque drame, on rejoue la même pièce. Les mêmes indignations, les mêmes promesses de fermeté, les mêmes responsables qui découvrent soudainement l'existence d'institutions qu'ils sous-financent depuis des années. Mais même sur le terrain de l'indignation morale, les réacs font preuve d'un opportunisme assez répugnant. Noam est mort à 19 ans après avoir été tabassé à Metz parce qu'il était maquillé et efféminé. Bref, parce qu'il faisait gay. Face à cette tragédie, je vous le dis ici solennellement, je suis fatigué du silence. Le silence d'une justice qui ne nomme pas les faits dès qu'il s'agit d'homophobie, de lesbophobie, de transphobie ou de racisme comme mobile du crime. Je suis fatigué de vos silences, collègues, du silence de Madame Berger, de Monsieur Darmanin, de Monsieur Nunez, qui n'ont osé rendre hommage tardivement à ce jeune homme que parce que les associations LGBTI ont crié leur rage face à ce crime barbare. Il aura fallu une semaine de mobilisation de la communauté LGBTQIA+, pour qu'un hommage lui soit rendu à l'Assemblée nationale. L'émotion de la nation est également très vive après le meurtre de Noam, victime d'un véritable lynchage dans les rues de Metz. Noam avait 19 ans. Il rentrait simplement d'une soirée entre amis. Dans notre République, personne, absolument personne, ne devrait être insulté, harcelé, tué, pour être qui il est, pour simplement aimer. Et encore, simplement aimer. À peine quelques mots sur le caractère homophobe du meurtre, voire sa négation pure et simple. Le caractère homophobe de ce qui est un meurtre, qui a été qualifié comme meurtre par le parquet, poursuivi comme tel par un magistrat, un juge d'instruction. À ce stade, la circonstance aggravante de l'homophobie n'a pas été retenue. Pour le petit Quentin, certains responsables avaient pourtant trouvé beaucoup plus de vocabulaire. Mais là, les agresseurs sont blancs et d'extrême droite. Et un électorat, ça se ménage. Même discrétion sur ce qui se passe à Belfast. Un réfugié soudanais aurait poignardé quelqu'un. Aussitôt, des groupes d'extrême droite déclenchent des émeutes et s'en prennent aux personnes soupçonnées d'être migrantes. On se croirait revenu au temps des ratonnades. This is what a small minority of people in Belfast considered the best response to a serious stabbing. Homes were targeted and burned. Families had to be led to safety through the flames, rescued by emergency services, risking their lives in the most dangerous situation. L'extrême droite tue partout où elle prospère. Au pouvoir, elle déporte, affame et sépare les familles. Hors du pouvoir, elle nourrit et légitime les violences racistes, homophobes et xénophobes. Alors en ce mois des fiertés, n'oublions pas une chose. Les néofascistes peuvent bien se grimer aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Ils ne sont et ne seront jamais les alliés des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer. Tout ce qu'ils feront, c'est instrumentaliser leur peur pour obtenir leur voix. Bon, tant qu'on est lancé sur la vie politique, on va parler de la transparence de la vie publique. Le sujet qui ressort tous les 5 ans, pile quand les présidentielles approchent. La grosse surprise. Tout le monde devient monsieur probité, madame transparence, et puis comme par hasard, on n'en entend plus parler pendant 5 ans. Rincé et répété jusqu'à blanchissement satisfaisant de la classe politique. You wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times.
Parlons donc de la transparence de la vie publique. Première chose à savoir, historiquement, c'est plutôt une valeur portée par la gauche. La grosse surprise. La droite a longtemps trouvé de bonnes raisons de s'y opposer. La grosse surprise. Ah non, mais on va pas se faire un cours d'histoire, on va à l'essentiel, là. En 2013 est créée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la fameuse HATVP. Sa mission, vérifier les déclarations de patrimoine et d'intérêt des responsables politiques. Puis en 2016, la loi Sapin II complète l'édifice. Registre des lobbyistes, traçabilité renforcée des flux financiers, création de l'Agence française anticorruption et protection des lanceurs d'alerte. Bref, ça ne révolutionne pas tout, mais ça inverse la logique. Avant, l'opacité était la norme, désormais la transparence est censée l'être. Et ça change tout pour le contrôle. Les documents doivent exister, être conservés et pouvoir être vérifiés. Avant, pas de traces, pas de contrôle, ou alors, bon courage. Ah, c'est rigolo. Les grandes lois, c'est plutôt la gauche qui s'en occupe. Oui, bon, en même temps, entre les frais de bouche de Chirac et le maelstrom judiciaire de Sarko, on comprend qu'il n'était pas forcément pressé de renforcer les obligations de transparence. Eh bien justement, puisqu'on parlait de la HATVP, son président Jean Maïa était auditionné par la commission d'enquête du Sénat sur la transparence du financement de la vie publique. Et il avait quelques observations à soumettre à la sagacité des sénateurs. Pourquoi tu parles comme ça maintenant ? Bah, c'est un haut fonctionnaire, très haut fonctionnaire, donc je mets l'ambiance un peu. La question centrale, vous venez de le dire, c'est quand même celle de la complétude finalement de cette démarche. Il se trouve que le régime juridique en vigueur, alors qui procède de la loi, mais aussi, il faut le dire, de son décret d'application de 2017, laisse à part en réalité certaines démarches d'influence qui pourtant, au sens commun du terme, méritent peut-être, elles aussi, d'être mieux connues. Il envoie un scud en toute délicatesse. Selon lui, la loi et surtout son décret d'application laissent de gros trous dans la raquette. Et pour un fonctionnaire, qualifier un décret de lacunaire, c'est déjà une forme de guérilla administrative. Ça montre surtout l'intérêt d'une autorité indépendante. Vous imaginez un fonctionnaire de Bercy ou de Beauvau dire ça sous serment ? La première proposition de Jean Maïa, c'est simple. Obliger davantage d'acteurs à faire davantage de déclarations. Il y a aussi la question de la fréquence de déclaration, donc une fréquence annuelle dans le régime de la loi Sapin II, une fréquence trimestrielle dans le régime de la loi 2024, à la recherche de points d'équilibre nouveaux possibles. Évidemment, la question pourrait être, ce n'est pas moi qui en déciderai, mais c'est une réflexion que je soumets respectueusement aux législateurs et puis au débat public, c'est la question de savoir si une fréquence semestrielle harmonisée ne serait pas finalement un point d'équilibre raisonnable. Évidemment, la droite et les lobbies vont hurler à l'enfer bureaucratique. Mais l'autorégulation du monde économique, on a déjà testé, ça s'appelle Germinal. Le travail dure 8 heures par jour. Une seule interruption à 10 heures pour le briquet, c'est-à-dire le casse-croûte. C'est d'autant plus étonnant qu'en 2024, les macronistes ont voté une loi contre les ingérences étrangères dont les obligations sont parfois plus larges que celles applicables aux influences françaises. Campagne vers le grand public, levée de fonds, contact avec les décideurs. Sont assujettis à une obligation de se déclarer les personnes agissant sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger afin de promouvoir les intérêts de ce dernier. Et personnes conduisant des actions destinées à influer sur les décisions politiques publiques par des contacts avec des responsables publics, ce qui nous rappelle le régime de la loi Sapin II, mais aussi par des communications à l'intention du grand public ou par des levées de fonds. Le législateur lui-même, dans le champ de l'influence étrangère, dans la loi du 25 juillet 2024, précisément a attribué à la Haute Autorité un pouvoir d'astreinte pour forcer la déclaration des acteurs d'influence étrangère. Donc il me semble qu'il y a peut-être un enjeu de cohérence aussi interne à la législation en vigueur, à ce que peut-être un jour, dans le champ de la représentation d'intérêt, ce même pouvoir d'astreinte puisse nous être reconnu. Pourquoi surveiller plus étroitement certaines influences étrangères que certaines influences privées françaises ? D'autant qu'on sait tous qu'une influence étrangère peut très bien se cacher derrière une structure française. Sur la question financière, une des questions les plus récurrentes finalement dans nos contrôles, c'est quand même aussi celle du contrôle assuré par des personnes morales sur d'autres. Il nous faut absolument arriver à caractériser cette chaîne capitalistique, cette gouvernance aussi des différents organismes. Ce que demande Jean Maïa, c'est donc un alignement par le haut. Étendre à l'ensemble de la vie publique les pouvoirs accordés à la HATVP en matière d'influence étrangère. Et l'objectif, c'est d'imposer un minimum d'ordre administratif aux opérateurs d'influence. Produire des documents, se déclarer régulièrement, laisser des traces. Ainsi, lorsqu'un problème sérieux apparaît, la justice récupère déjà un dossier solide. Bref, créer un réseau de contraintes pour réduire autant que possible l'opacité qui subsiste encore.
Derrière la transparence se joue en réalité la question de la confiance dans les institutions représentatives. Or, comme on l'a vu dans plusieurs épisodes, cette confiance s'érode depuis une dizaine d'années. Les politiques de transparence sont une tentative pour enrayer cette méfiance. Mais une autre réponse s'est imposée, l'authenticité. On prétend représenter non par les institutions, mais par la force de la parole et des nombres. L'exemple le plus connu est celui de Trump, même si avant lui il y eut notamment l'italien Beppe Grillo et son mouvement dit des 5 étoiles. Comme Grillo, Trump déploie une parole violente et assumée, et enchaîne les scandales jusqu'à ce qu'il finisse par tout relativiser. En rompant avec les codes du bon responsable politique, il se présente comme extérieur au système, à l'image de ce qu'ont tenté Marine Le Pen ou d'autres figures comparables. La figure de l'authenticité se construit toujours contre le théâtre politique. Les autres pensent à leur carrière et à leurs intérêts. Moi, je piétine les règles pour vous prouver que je ne sers que vous. Je suis prêt à tout cramer pour vous. Ma réputation, ma tranquillité, tout. Trump, Meloni, Bolsonaro, Milei, Orban, Zemmour, Johnson et Farage. La recette est désormais bien connue et participe de la résurgence fasciste. La mécanique est simple, le mouvement se présente comme l'unique porte-parole du vrai peuple. Toute opposition devient suspecte, puisque contester le parti revient à contester le peuple lui-même. L'authenticité sert ainsi à renforcer sa propre légitimité, tout en discréditant le pluralisme. La logique de la transparence est exactement inverse. Elle part du principe que la politique restera toujours en partie une mise en scène. L'enjeu n'est donc pas de trouver un acteur miraculeusement authentique, mais de contraindre les acteurs existants à montrer davantage ce qui se passe en coulisses. Qui rencontre-t-il ? Quels intérêts représente-t-il ? Comment s'enrichissent-ils ? Autrement dit, la transparence donne aux citoyens des informations pour juger et décider lui-même. L'authenticité proto-fasciste, elle, fonctionne souvent comme un masque destiné à empêcher de regarder derrière le rideau. Oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les grands antisystèmes proto-fascistes viennent presque tous du système. Ils sont généralement riches et socialement bien installés. Bref, la tromperie est totale. Ça alors, qui aurait pu prédire ? Voilà pour cette fois. On vous retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. Ce n'est pas ma faute si la République a été accaparée et détournée de son esprit et de son œuvre par une classe égoïste. Mais qu'il me soit permis de le dire à ceux-là qui s'inquiètent aujourd'hui de toutes les colères populaires amassées contre certains hommes, c'est là une inévitable et dangereuse rançon. Jean Jaurès, discours, juillet 1905. En fait, la gauche, pour l'essentiel quand même, elle a largement abandonné les véritables idées de gauche, en tout cas les idées du combat politique.